Bonjour, merci beaucoup organisateur pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et de parler de ce que je fais. Euh, donc ce que j'ai choisi de présenter aujourd'hui, c'est en l'occurrence donc la philosophie de l'olympisme, mais dans quelle mesure est-ce que ça correspond à une réalité pour les gens qui font du sport, qui sont non professionnels. Donc l'idée c'est qu'il y a énormément de choses positives qui sont mentionnées dans la philosophie de l'olympisme. Et donc ma question c'est est-ce que c'est quelque chose qui est reflété par les gens qui font du sport. Donc c'est une revue de littérature et ce sera principalement la littérature en économie puisque je suis économiste. Donc d'abord, voilà, donc c'est une citation que j'ai prise sur le site internet, donc juste pour redéfinir l'olympisme. Donc ça dit que l'olympisme est une philosophie de la vie alliant le sport à la culture et à l'éducation. L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Donc je pense que c'est une philosophie qui est extrêmement attrayante pour tout un chacun parce que ça veut dire en fait que finalement via le sport on peut sûrement apprendre un certain nombre de compétences et aussi qui est aussi intéressante pour les gouvernements puisqu'il y a une idée selon laquelle via le sport on pourrait faire des sociétés de meilleures sociétés disons. Et je pense que c'est d'autant plus attrayant dans la mesure où on sait que le sport a un effet très positif sur la santé. Du coup c'est quelque chose qui est déjà promu par les gouvernements donc ce serait juste ajouter un argument de plus pour promouvoir le sport. Il y a déjà plusieurs programmes qui sont mis en place par différents gouvernements pour promouvoir le sport, donc ce serait juste un de plus. La grande question, par contre, c'est l'olympisme, c'est une philosophie, donc ça ne veut pas dire que c'est vraiment forcément ce qui se passe. Et donc j'ai repris une citation qui est attribuée à Platon qui dit la valeur morale de l'exercice et du sport surpasse de loin la valeur physique. Et donc c'est un peu ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui. Donc si on reprend cette proposition, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a d'une part la valeur morale et d'autre part la valeur physique. On sait que la valeur physique du sport a été démontrée notamment en épidémiologie, mais aussi en économie, enfin dans beaucoup de sciences. On sait que le sport a un impact positif sur la santé physique, mais aussi mentale, sur tout ce qui est maladies non transmissibles, sur la rémission des cancers, sur Alzheimer, voilà, sur beaucoup de choses. Donc on sait déjà que c'est quelque chose qui est important à promouvoir dans ce cadre-là. Et ensuite, il y a aussi la question de la valeur morale et donc ce que je vais appeler les compétences non cognitives. Donc compétences cognitives, j'entends par là tout ce qui est trait de personnalité, préférences des individus. Donc c'est des choses qui sont valorisées par la société mais qui ne sont pas forcément apprises à l'école ou dans le monde professionnel. C'est des choses qui sont, voilà, c'est les questions de personnalité, etc. et qui peuvent par exemple être influencées par la pratique sportive. Et donc, le rôle des compétences a été prouvé comme étant extrêmement important pour la réussite scolaire et professionnelle. Mais par contre, le lien entre la pratique sportive et ces compétences n'est pas forcément prouvé à l'heure actuelle. Donc, c'est pas très clair. Donc, c'est la question voilà, que je pose ici. Est-ce que l'olympisme est une réalité ? Est-ce que la pratique sportive permet vraiment de développer les compétences non cognitives des individus ? Donc c'est une question empirique dans la mesure où ça n'a pas encore été... Il n'y a pas de consensus sur la question. Donc on pourrait dire que dans un sens, en théorie, évidemment, le sport permet de construire son capital en termes de compétences non cognitives, parce que le sport est une instance de socialisation, parce que le sport est non discriminant, et parce que les valeurs sportives sont en accord avec les valeurs de nos sociétés. Donc finalement, si on encourage les gens à faire du sport, a priori, ils vont apprendre toutes ces valeurs, et ça va se transférer dans la société. Donc a priori, le sport devrait avoir un impact positif sur l'individu. Alors en pratique, j'aurais pu marquer en fait les résultats de la recherche. Il n'y a plus beaucoup de recherches qui a été faite sur la question. Et ce que généralement on trouve, c'est quand on demande aux gens est-ce qu'ils font du sport et quand ensuite on leur demande, par exemple, est-ce qu'ils ont confiance dans la politique, est-ce qu'ils vont voter, est-ce qu'ils ont confiance dans les autres en général, la relation est plutôt positive. On voit que les gens qui font du sport ont plutôt plus de confiance dans la politique, pas forcément dans les politiques, les personnalités politiques, mais en tout cas ils s'impliquent plus dans la société. Et ils ont plus de relations avec leurs amis, c'est des gens très sociaux. On voit aussi même qu'aux États-Unis, enfin pas qu'aux États-Unis, mais c'est un exemple, le sport a été utilisé comme une façon de lutter contre la violence, enfin la criminalité notamment des jeunes. Et l'idée par exemple de Midnight Basketball dans les années 90 aux États-Unis, c'était on va sortir les jeunes de la rue pendant les moments où les taux de criminalité sont très élevés, c'est-à-dire c'était en soirée, entre je crois 9h et 2h du matin par exemple.
on va créer des tournois, on va les mettre sur un terrain de basket, et comme ça, ils ne seront plus dans la rue à faire des problèmes, entre guillemets. Donc l'idée, c'était que ça a très bien marché. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas si c'est grâce à Milan Basketball ou juste au fait qu'il y ait énormément d'autres mesures qui ont été prises, initiatives qui ont été faites à ce moment-là en même temps, donc on ne sait pas laquelle a fonctionné. Et aussi, il y a une idée selon laquelle, comme ces villes ont été très observées par les médias à ce moment-là, c'est aussi peut-être juste un effet médiatique, quoi, que finalement les gens dans ces villes, se voyant très observés, ont changé de comportement pendant le temps où c'était mis en place. Ensuite, pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait dire que le sport n'a pas d'impact a priori sur les compétences non cognitives, ou alors un impact négatif? Donc en théorie, on peut dire que déjà on sait qu'il peut y avoir des effets négatifs du sport sur la santé physique et mentale à cause des blessures. On a parlé du dopage, du stress, la perte de confiance en soi, etc. On sait aussi qu'il y a des problèmes de violence et de discrimination dans le sport, donc c'est pas forcément une bonne instance de socialisation dans tous les cas. Et ensuite, donc à nouveau en recherche, il y a beaucoup de papiers qui essaient de discuter le rôle du sport. Donc le premier papier par Stempel, en fait, il explique qu'il pense que, il applique la théorie de Bourdieu au sport en disant en fait le sport est utilisé par les classes socio-économiques d'élite pour se différencier des autres classes, et que du coup en fait il y a un certain nombre de sports qui vont être utilisés juste pour se différencier. Et on connaît l'exemple, je sais pas, du golf, du squash, de ce genre de sports qui sont pratiqués par une certaine partie de la population, mais pas par tout le monde. Et du coup dans ces cas-là, c'est pas forcément une instance de socialisation, c'est plutôt une façon de se différencier. Ensuite, il y a une étude, par exemple, par Cruel et co-auteurs. Ils ont fait un questionnaire à Rotterdam. Ils ont demandé à 4 différents types de minorités quand ils font du sport, avec qui ils ont envie de faire du sport, comment ça se passe. Et en fait, ils ont trouvé que finalement, les gens, à partir d'un certain âge, les adultes, n'ont pas envie de se retrouver avec des gens d'une autre communauté ethnique, d'une autre minorité. En fait, ils considèrent que le sport, c'est un loisir, et du coup, ils ont envie de se retrouver entre eux, et du coup, ils n'ont pas spécialement envie de s'intégrer socialement quand ils font du sport. Donc on voit que c'est pas forcément une instance de socialisation pour tout le monde. Et ensuite, il y a un papier par Caruso qui montre que, il trouve des corrélations en fait entre une hausse de la pratique sportive et une hausse des crimes violents en Italie. Et du coup, bien sûr, on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne, mais ça pourrait vouloir dire que finalement, c'est pas sûr que le sport a un effet positif dans tous les cas. Donc on va se pencher sur les études économiques empiriques sur la question. Juste avant, il y a une chose qui est très importante, c'est ce qui est très important, c'est de trouver un lien de causalité. Est-ce que le sport peut vraiment créer cette hausse de compétences non cognitives, ou est-ce que c'est juste une corrélation finalement? Est-ce que c'est juste que, par exemple, les gens qui ont déjà aiment travailler en équipe vont s'inscrire dans un club de foot, et dans ces cas-là, c'est pas le foot qui leur a créé cette envie de travailler en équipe, c'est plutôt ils étaient comme ça à l'avance. Donc on va, évidemment, a priori, le cas c'est que c'est plutôt une combinaison des deux, c'est que le sport renforce des traits de personnalité qu'on a déjà. Mais voilà, c'est très important d'essayer de savoir dans quel sens ça fonctionne, parce qu'on peut plus ou moins ensuite dériver des politiques économiques. Donc par la suite, je vais définir les concepts pour qu'on comprenne vraiment de quoi je parle et qu'on soit d'accord sur la définition. Ensuite, la littérature et la discussion. Donc j'ai repris la charte olympique et j'ai mis en vert en fait ce qui m'intéressait le plus, et c'est en fait ce sur quoi le sport est censé avoir un impact. Donc par exemple la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale, le respect des principes éthiques fondamentaux, promouvoir une société pacifique, société de préserver l'unité humaine, solidarité, fair play, amitié. Donc c'est tout des compétences non cognitives, c'est tout des traits de personnalité ou des préférences. Les compétences cognitives, non cognitives, donc j'en ai déjà parlé avant, mais je pense que c'est important de rappeler 3 choses. D'abord, c'est extrêmement difficile à évaluer parce que c'est pas observable. Donc il y a beaucoup de tests, ça se base aussi sur beaucoup de questionnaires, etc. Mais ça reste quelque chose qui est un peu compliqué à évaluer. Ensuite, comme je vous avais dit avant déjà, c'est très important parce qu'elles influencent le développement de l'individu et son intégration au sein de la société. Donc c'est quelque chose qui a un impact énorme sur nos vies. Et aussi, comme elles influencent donc la réussite scolaire et professionnelle, quelque part on pourrait se dire qu'en regardant la réussite scolaire et professionnelle, on peut peut-être faire quelques hypothèses sur le niveau de compétences non cognitives des individus. Donc dire par exemple, si cette personne a réussi, c'est qu'elle doit sans doute avoir ce type ou cet autre type de compétences.
Et ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup fait, c'est-à-dire qu'on va beaucoup regarder à la réussite scolaire et professionnelle et ensuite dire, finalement, peut-être qu'un canal de transmission, c'est les compétences non cognitives. Et une dernière chose qui est importante, c'est que la recherche montre que ces compétences-là, donc la personnalité, c'est malléable jusqu'au début de l'âge adulte. Donc en fait, ça va être très important de voir quand est-ce qu'on les mesure. Et aussi, finalement, on peut se dire que du coup, si elles sont formées pendant l'adolescence ou l'enfance, ça veut dire que ce qui importe, c'est la pratique sportive à ce moment-là, en fait, si on pense que la pratique sportive a un impact positif. Et du coup, quand on va regarder la pratique sportive adulte, ce sera plutôt en disant que c'est peut-être une proxy pour ce qui s'est passé dans la jeunesse, et que du coup, finalement, toutes les compétences ont été formées dans la pratique sportive passée pendant la jeunesse, mais pas forcément des choses qui sont développées maintenant. Ensuite, définition de la pratique sportive. Donc le comité olympique donne pas vraiment de définition, mais rappelle qu'en fait, c'est quand même l'idée majeure, c'est que c'est un effort physique qui est allé dans le but de participer à une compétition. Donc voilà, c'est ce qu'on va utiliser comme définition. Ensuite, ce qui est important, c'est d'essayer de définir qui sont les gens qui font du sport. Est-ce que la probabilité de faire du sport est bien répartie dans la population, ou est-ce qu'il y a des gens en particulier qui ont plus envie de faire du sport que d'autres? Donc en théorie, le sport est soit un bien de consommation, donc les gens font du sport parce qu'ils ont une préférence pour les sports, c'est un loisir, soit c'est un bien intermédiaire utilisé dans la production de santé, donc c'est parce que les gens savent que c'est bon pour leur santé, et donc ils vont s'engager dans la pratique sportive, mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment spécialement. Donc finalement, la consommation de sport va dépendre des préférences, du salaire, parce qu'il y a toujours l'arbitrage travail-loisir, et du niveau d'éducation, dans le sens où est-ce que les gens sont au courant du fait que c'est quelque chose qui est positif. Donc déjà, juste là, en théorie, on voit qu'a priori, pas forcément tout le monde va faire du sport. Il y a des gens qui vont être au courant que c'est bon et vont le faire, des gens qui auront les moyens de le faire, des gens qui auront juste envie ou pas envie de le faire. Si on regarde en pratique, donc c'est les résultats empiriques des études sur la demande de sport. Donc qui sont les gens qui font du sport? Donc c'est qui sont les gens qui participent et à quelle fréquence? Et c'est donc les différents déterminants oui, déterminants. Donc on va voir par exemple qu'a priori les hommes ont une probabilité plus importante de faire du sport. S'ils font partie d'une minorité, alors c'est dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, ils ont moins tendance à faire du sport. Le niveau d'éducation a un impact positif, le revenu, la classe, le niveau socio-économique ont un effet positif sur la participation. La santé bien sûr, la consommation d'alcool a un impact positif. Fumer un impact négatif, être marié, etc. Donc en fait, on voit déjà que les sportifs ont un profil très spécifique. C'est pas toute la population ne fait pas du sport. C'est des gens qui ont globalement un niveau de revenu plus élevé, un niveau d'éducation plus élevé et qui sont bien sûr en bonne santé. Donc c'est important de garder ça en tête parce que du coup l'idée ça sert peut-être pas à grand chose de forcer tout le monde à faire du sport. Il y a peut-être des choses déterminantes qui sont déjà liées aux outcomes qu'on regarde. Donc maintenant, la revue de littérature. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord l'impact de la pratique sportive qui a été faite pendant l'adolescence, donc au moment où c'est censé pouvoir avoir un impact sur les compétences non cognitives. Et j'ai séparé... J'ai séparé par pays, globalement, juste parce qu'en fait, on sait qu'il y a une culture extrêmement différente de la pratique sportive en Amérique du Nord et en Europe. Et que du coup, les incitations vont être différentes et a priori, on attend peut-être que les outcomes aussi vont être différents. Alors, juste ce qu'on voit assez globalement, c'est que déjà, l'impact va être à chaque fois positif sur les salaires, à peu près du même ordre à chaque fois, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà, donc globalement, on voit qu'il y a un impact positif de la pratique sportive durant l'adolescence ou l'âge adulte, mais au début, sur tous ces outcomes. Donc sur l'éducation, donc le fait d'avoir un diplôme ou les notes, et NCS, c'est les compétences non cognitives. Donc on voit déjà qu'il y a très peu de papiers qui peuvent identifier les compétences non cognitives et que tout le reste se focalise finalement sur l'éducation ou les revues du marché du travail. Ce qui est important de voir, c'est que dans ces papiers, on a très peu qui arrivent à démontrer l'existence d'un lien de causalité. C'est majoritairement plutôt des corrélations. Et il y a quelques papiers, par exemple celui-là, qui montre, c'était celui-ci et celui-ci, qui montre qu'en fait, c'est pas forcément le sport, c'est participer à une activité. Donc ça peut être la musique ou ça peut être faire partie d'autres clubs au lycée. Donc déjà, il y a une question qui arrive, qui est finalement, est-ce que c'est le sport ou est-ce que je vais juste faire quelque chose d'autre
que par exemple regarder la télévision. Et ensuite, on voit aussi qu'il y a très peu de papiers qui trouvent un effet nul et pas de papiers qui trouvent un effet négatif. Donc je vais aller en détail juste pour trois de ces papiers. Donc celui-là, j'ai choisi parce que je pense que c'est intéressant. C'est un des seuls papiers qui regarde vraiment pour les enfants très jeunes et qui regarde aux compétences non cognitives ce que ça donne. Et donc ce papier trouve que finalement, il y a un effet positif et négatif sur les notes de ces enfants, donc de 3 à 10 ans, c'est les enfants en Allemagne. Il trouve un effet positif et négatif sur le comportement en termes de... Il y a une baisse des problèmes avec les pairs et une baisse des problèmes émotionnels. Donc quelque part, on pourrait dire finalement le sport potentiellement a un impact. La seule chose, c'est qu'en fait, ils font l'observation que finalement, les enfants non sportifs passent plus de temps devant la télévision. Donc en fait, la question, c'est est-ce que c'est le fait de faire du sport qui a un impact positif ou alors est-ce que c'est le fait de ne pas regarder la télé? Donc je pense que c'est un papier très intéressant, mais c'est juste que du coup, ici déjà, on voit que c'est difficile de dire le sport a cet impact. Ensuite, c'est un autre papier, donc ça, c'était le papier qui ne trouvait pas d'effet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils essayaient d'évaluer un programme qui s'appelle Dutch Playing for Success. Et l'idée, en fait, c'est une espèce d'application de l'olympisme, d'une certaine façon, c'est de dire, on va tous les étudiants les enfants qui sont démotivés, on va les mettre dans un environnement football et on va essayer de les remotiver en leur faisant faire plein de choses dans cet environnement. Donc le programme dure 10 semaines, c'est 2 à 3 heures par semaine. Et les auteurs trouvent qu'il n'y a pas d'effet sur les notions d'arithmétique ni sur l'alphabétisation de ces enfants. Et en fait, la question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Quelle est la raison? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Donc d'abord, on pourrait se dire que c'est peut-être un peu trop court comme durée de traitement. Ensuite, on pourrait aussi se dire que finalement, l'idée, c'était de remotiver les gens. C'était pas forcément de les faire avoir des bonnes notes en arithmétique et en alphabétisation. Donc finalement, est-ce que l'évaluation a été faite sur les bons outcomes? Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas eu des effets de contamination? Donc l'idée, c'était en fait, tous les enfants ont été traités, mais pas à la même période. Donc en fait, est-ce que c'était pas juste déjà de dire aux enfants, vous allez faire partie de ce programme qui les a remotivés et les a fait tous travailler? Et du coup, finalement, à la fin, on n'a pas vu de différence entre ceux qui étaient traités dans le premier temps et ceux qui étaient traités dans le deuxième temps. Ou alors, bien sûr, ça peut aussi être que le programme n'a pas marché. Dernier papier pour la pratique sportive pendant l'adolescence, c'est le papier de Stevenson. Donc c'est un papier très intéressant parce qu'elle utilise une méthodologie qui fait elle trouve un effet causal. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle regarde à la hausse de la participation sportive des femmes sur l'éducation et le marché du travail. Et elle utilise Title IX. Donc en fait, c'était un article de loi dans les années 70 qui visait à interdire la discrimination des genres au sein des activités qui sont financées par l'État fédéral. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'il y a eu un énorme... Pour être en accord avec cette loi, les universités et les lycées ont dû augmenter énormément le nombre de places en sport pour les femmes. Et du coup, ça a suivi forcément par une augmentation des nombres de femmes qui ont fait du sport. Et donc elle explique que cette hausse du taux de participation sportive explique une importante part de la participation des femmes au lycée, donc du fait que les femmes vont aller au lycée, à l'université et être diplômées. Une augmentation de la participation des femmes au marché du travail, une augmentation du salaire des femmes. Donc c'est à nouveau un article très intéressant, surtout qu'ici on peut dire qu'il y a un lien de causalité. La seule chose, c'est qu'en fait on ne sait pas comment ça arrive. Comment se fait-il que les femmes qui font du sport arrivent à avoir ce genre d'outcome? Est-ce que c'est donc des compétences non cognitives? Est-ce que ça passe par autre chose? On ne sait pas trop. Ensuite, voilà, la pratique sportive à l'âge adulte. Donc là, on a dit le lien va être un peu plus difficile à établir puisque c'est une pratique sportive qui est faite après coup, pas au moment donné où les compétences non cognitives sont formées, mais c'est quand même, je pense, intéressant. Donc on voit qu'à nouveau, tous les effets vont être positifs, significativement positifs, donc plus de salaire. Voilà, en moyenne, c'est plus de salaire, ou c'est moins de temps passé au chômage, ou c'est une probabilité d'être en emploi plus importante. Et à nouveau, ici, voilà, donc tous ces papiers essayent de trouver des liens de causalité, et c'est très compliqué, c'est pas forcément le cas pour tous. Mais du coup, je vais discuter du papier de Roos, parce que je pense que c'est un papier très intéressant et dans lequel il est capable de montrer un lien de causalité. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il veut regarder quel est l'impact de déclarer être sportif sur son CV sur la probabilité d'avoir un entretien. Et du coup, il fait ce qu'on appelle du testing. Donc en fait, il va envoyer à chaque fois des candidatures à toutes les offres d'emploi qu'il considère. Et il va envoyer 2 CV, un sur lequel il y aura marqué que la personne fait du sport, un sur lequel il n'y aura aucune mention par rapport au sport. Et ce qu'il trouve, donc il envoie quand même énormément de CV à beaucoup d'employeurs différents et pour beaucoup de types d'occupations différentes. Donc c'est très intéressant de voir que ça marche
quel que soit le type d'occupation. Et il va trouver qu'en fait, les sportifs ont une probabilité d'être convoqués pour un entretien plus élevé de 2 points de pourcentage. Donc c'est une hausse de 10% par rapport aux gens qui ne sont pas sportifs. Donc je pense que c'est très intéressant. Et là, en fait, il s'agit de l'effet de signal. C'est vraiment quel est le signal de dire pour l'entreprise, voilà, je suis sportif. Et on voit que les entreprises ont tendance à vraiment favoriser, valoriser le fait d'être sportif. Mais ici encore, il y a pas la relation est causale, mais ça ne veut pas dire que si je fais du sport, je vais développer des compétences cognitives qui font que j'aurai un travail. C'est plutôt, si je fais du sport, a priori, je vais signaler quelque chose de positif à l'entreprise. Donc, maintenant, une discussion et la conclusion. Donc voilà, la question c'était est-ce que la pratique sportive contribue à la formation des compétences non cognitives. Donc ce qu'on voit ici, c'est que déjà, il y a très peu d'études qui arrivent à prouver l'existence d'un effet causal. Ensuite, on voit que les effets sont toujours positifs ou nuls pour quelques études, mais très peu. On voit que peu d'études analysent les compétences non cognitives directement, donc on regarde plutôt la réussite scolaire et la réussite sur le marché du travail. Et voilà. Et quand on regarde la réussite scolaire ou professionnelle, les cas de transmission sont suggérés mais rarement identifiés, donc on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. Donc je vais juste discuter 2 de ces points-là. Le fait que les effets soient toujours positifs, donc c'est quand même un problème parce qu'on a vu avant qu'a priori c'était pas forcément le cas, enfin on ne sait pas forcément ce qu'on attend. Le premier point, la première explication, c'est peut-être qu'en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on calcule les effets moyens et qu'il est possible qu'il y ait des effets hétérogènes. En fait, il est possible qu'on regarde globalement les gens, on mélange les gens qui font du rugby, les gens qui font de la natation, les gens qui font de la danse, les gens qui font du vélo. Et on sait par exemple que certains sports vont avoir un effet très négatif sur la santé, tandis que d'autres vont avoir un effet positif. On mélange tout et on trouve une moyenne plus ou moins positive parce que peut-être que plus de gens font des sports sains, entre guillemets, que les autres. Du coup, ça c'est un problème. Il y a aussi le problème de l'effet de causalité inverse, donc il est possible que j'ai fait du rugby pendant 2 ans, j'ai eu des problèmes de genoux, je me suis arrêtée, l'enquête a eu lieu après que j'ai arrêté, et il se trouve qu'on va observer que je suis quelqu'un d'inactif et que j'ai des problèmes de genoux, donc je suis en mauvaise santé. Et en fait, on va dire, les gens qui font pas sport sont en mauvaise santé, alors que typiquement, si c'était le cas, pour moi, ce serait plutôt le sport a fait que j'ai eu des problèmes de santé. Et ensuite, biais publication, donc il est possible aussi qu'on sait qu'en recherche, ce qui est publié, c'est plutôt les papiers qui trouvent des effets significatifs, et donc si on ne trouve pas des effets significatifs du sport, le papier a priori sera moins publié, et du coup il est possible qu'en fait on n'ait que les papiers qui parlent des effets significatifs du sport. L'autre chose dont je voulais discuter, c'était les canaux de transmission. Donc c'était juste de présenter quelles pourraient être les autres raisons pour lesquelles le sport a un impact positif sur la scolarité ou la vie professionnelle. Donc voilà, le premier canal de transmission, c'était le développement des compétences non cognitives. Donc ça, on a vu que c'était rarement facile à identifier. Ensuite, il y a l'amélioration de l'état de santé. Donc clairement, quand on fait du sport, il peut y avoir une amélioration de l'état de santé. Et on sait que l'amélioration de l'état de santé est directement liée à la réussite scolaire et sur le marché du travail. On est moins absent, on a plus de capacité à apprendre, etc. Ensuite, autre chose, c'est l'amélioration de l'apparence physique. Donc en fait, il y a quand même pas mal de papiers qui expliquent que le succès sur le marché du travail est lié directement à l'apparence physique. Et on sait que les gens qui font du sport, a priori, vont avoir une meilleure apparence physique que les gens qui ne font pas de sport. Donc ça peut être un autre canal. Et le dernier, c'est le développement du réseau social. Donc on peut aussi voir que les gens qui font du sport, a priori, ils créent des connexions en dehors de leur lieu de travail qui peuvent les aider, je ne sais pas, s'ils sont au chômage par exemple, à peut-être retrouver un emploi après, ou alors quand ils sont dans leur carrière à évoluer plus rapidement puisqu'ils sont dans l'équipe de foot de l'entreprise avec leur boss par exemple. Voilà, et du coup j'en arrive à poser la question finalement, est-ce que, sachant qu'on ne sait pas exactement par où ça passe cet effet, s'il y a un effet, finalement, est-ce qu'on ne trouverait pas aussi des effets avec les autres activités extrascolaires ? Est-ce que faire de la musique pourrait pas aussi avoir un effet positif sur les résultats scolaires ou le travail, ou faire du théâtre, ou faire des arts plastiques ? Donc en conclusion, je pense qu'on ne peut pas encore répondre à la question est-ce que la pratique sportive contribue à la formation des compétences non cognitives ? Je pense que c'est quelque chose sur lequel il est très important de travailler, donc il faut qu'on poursuive les recherches sur cette question. Et je pense aussi qu'il serait intéressant de s'intéresser à d'autres activités extrascolaires pour voir si finalement c'est pas juste ne pas regarder la télé qui a un impact positif. Et je pense qu'en attendant, sachant qu'on sait que la pratique sportive a un effet positif sur la santé dans une certaine mesure, et qu'on sait que la santé améliore l'éducation et la réussite sur le marché du travail et le bien-être, je pense que ça reste très important de continuer à promouvoir le sport.
Voilà, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on a encore un petit peu de temps pour des questions. Merci, ouais, très impressionnant comme papier, donc bravo. Moi, je vois une principale limite quand même à ça, mais vous l'avez un petit peu déjà discuté. C'est finalement votre définition de la pratique sportive, elle est très large. Et je pense qu'il y a une grosse différence par rapport, en tout cas, à la possible formation de compétences non cognitives que vous évoquez. Si, par exemple, je vais m'inscrire dans un club de football ou si simplement je vais faire une activité mais avec des amis mais de manière informelle, donc une activité sportive non structurée, ou si je vais faire du fitness ou simplement je vais courir tout seul le matin sans forcément avoir une pratique en société du sport. Donc je pense que là il y a aussi peut-être un affinage à faire sur finalement quel type de sport ou de pratique sportive en fait on utilise pour faire ce genre de recherche. Et je pense que vous aurez des résultats différents, enfin ce serait une hypothèse en tout cas, en fonction justement de quelle est l'approche de sport ou quel est le type de pratique du sport en fait qu'on étudie. Oui, alors vous avez parfaitement raison. Donc en fait, dans plusieurs papiers, ils font cette différence que j'ai pas présentée ici parce que je pensais que j'aurais pas le temps. Mais par exemple, si on juste 2 exemples, si on reprend le papier de Rousse sur les CV, il montre que quand il indique juste que les gens font du fitness, ça marche pas, et qu'il faut qu'ils indiquent un sport, soit un sport d'équipe, soit un sport dans lequel on sait qu'ils ont une espèce de, je sais pas, contrat avec d'autres gens pour faire ce sport-là. Mais évidemment, oui, c'est une question très importante, oui, les effets hétérogènes. Et malheureusement, on a souvent peu d'informations sur le type de sport que les gens font. Parce qu'il y aurait aussi le niveau d'intensité, est-ce que les gens font des compétitions ou pas, Mais c'est vrai que c'est un élément très important pour répondre à cette question. Une question peut-être ou on enchaîne. Oui. Je peux poser la question en anglais ou? Oui. Good. In addition to there being a difference in what kinds of sporting activities are employed, the context is also so. It's not such. The question isn't really does sport work, but it's what works for who in what context and how. And as you highlighted, part of the problem is that we've got in many of the studies strong correlations or weak correlations or whatever, but the explanation of the theory of change, that's how these changes are going to be brought about, isn't made explicit, or even if it's made explicit, isn't tested in the process. So I wouldn't expect to see results which said, on balance, sport is good for you. I would expect to see a range of accounts of under what contexts, with what kinds of outcomes, for what kinds of people, do what kinds of activities produce such and such results. And then it's a matter for policymakers to identify the things which arrive at positive results in appropriate contexts and so on. It's a promotion of realist evaluation that's part of that. But you've got a pretty comprehensive database to work on in that. Yes, thank you for the paper. Yeah, thanks for your comment. Actually, yeah, you're totally right. I mean, we just made a paper with looking at music in sport, and we kind of tried to see what's the best kind of. And we also see that actually people that come from families with higher socioeconomic status have much higher outcomes when they do this type of activity than the other people. So we also see that actually the environment is extremely important, how parents choose the school, the music school, the sport, and so on, because they know what's going to be relevant in the society and they know where to put the children. And so we see actually it's totally depending on parental support and how that works. So you're absolutely right, yeah.